Bonjour Galit. Bonjour Kinneret. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps et nous raconter en quelques mots ton parcours jusqu'ici? Alors, j'ai fait mon année à l'âge de 2 ans, de France, avec mes parents. Après, on a vécu plusieurs années dans un moshab. Après, j'ai fait mon armée, j'étais prof de sport. Et quand j'avais fini l'armée, j'ai commencé à étudier le droit. Quelques mois plus tard, je travaillais chez quelqu'un et après, directement, je suis devenue indépendante. Et ta situation familiale? Alors, je suis maman de 2 enfants. La grande, elle s'appelle Soleil, elle a 6 ans. Et Asif, qui a presque 3 ans. Tu es une petite fille quand tes parents émigrent en Israël. Tu peux nous raconter leur choix de vie en Moshav et comment tu vis tes premières années en Eretz? Alors, je pense qu'au début, quand mes parents sont arrivés au Merkaz Klita à Haïfa. Et à un moment, ma mère, elle était médecin et on lui a proposé un poste dans un Moshav. Moshav En Veret, qui est pas loin de Natania. Et c'est à ce moment-là que mes parents, en fait, ils rencontrent c'est quoi la vie en campagne, la vie israélienne, vivre dans un Moshav, c'est quoi vivre dans un Moshav. Et je pense qu'à ce moment-là, ils aiment, se détacher un peu de l'environnement que français pour vraiment apprendre et la mentalité israélienne et la langue. Donc ça fait que ils n'avaient pas le choix. Ils ont dû apprendre sur le tas l'hébreu et aussi la mentalité parce qu'il n'y avait pas de français dans le Moshav. C'est pas qu'ils ont oublié qu'ils étaient français, mais ils ont essayé de donner le maximum aux enfants pour qu'on reste pas que avec les Français, pour qu'on apprenne vraiment bien la langue et la mentalité israélienne. Donc à l'époque, ta mère est médecin. Oui. Ton papa, il fait quoi? Mon papa, à ce moment-là, il est responsable de Bourg-Gueranche et il est responsable des enfants. Parce que ma mère, c'est ses premières années en fait en stage. Donc beaucoup, elle était absente. Et mon père était on n'avait pas de famille, on n'avait pas de grands-parents aujourd'hui comme moi. J'ai mes parents qui m'aident, qui me secondent, ou mes parents. On était en fait sans famille proche et mon père devait vraiment être présent pour que ma mère puisse travailler. Les premières années, c'est pas simple. Les deux devaient beaucoup travailler. Il y avait aussi beaucoup de babysitters qui devaient nous garder. Il n'y avait pas de famille proche, donc on devait. Ils ont fait avec. Aujourd'hui, quand je vois moi avec l'aide que j'ai, que ce soit de la famille proche, c'est vrai que c'est pas la même chose. Et comment tu vis justement tes premières années en Israël en tant que petite Française qui débarque? Alors, c'est vrai qu'au début, j'apprends la langue l'hébreu, et je sais qu'à un moment, alors c'est ce que mes parents me racontent, c'est qu'à un moment, moi, je sais l'hébreu, et eux, ils savent pas encore l'hébreu. Il y a des mots que je connais pas en français, et que j'essaye d'expliquer en hébreu, mais eux, ils savent pas l'hébreu. Et c'est vrai que après, dans les années qui viennent un peu plus tard, quand on est français, même si mon nom et mon prénom, et ça, beaucoup de clients me disent, ils me disent, vous n'avez pas du tout de nom français, ni votre nom de famille, parce qu'il a été changé. C'était Zemmour, qui est devenu Zamir. Et Galit, j'avais un deuxième nom, Déborah. Quand je suis arrivée, on me l'a enlevé. Et donc, ils savent pas, par rapport à mon nom, ils savent pas que je suis française, mais quand il y a mes parents qui parlent, ou tout le temps, ils reviennent à dire Atarfatim Masrichim, Atarfatim Antisémim, les Français sont antisémites, les Français puent, t'es qu'une Française. Tout le temps, on cherche à te donner une étiquette. Et c'était, je me rappelle qu'à un moment, à l'école, c'était la Française, Galit la Française. Mais ça m'a pas perturbé plus que ça. Au contraire, je pense que ça m'a donné une autre mentalité, qui est pas la mentalité israélienne. Ça, connaître une autre mentalité française à la maison, connaître une autre langue, c'était un plus. Et c'est encore un plus, ça reste un plus. Par rapport à mon travail, par rapport
au fait que je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Même quand on parle de l'aléa de mes parents, par exemple, faire les devoirs en hébreu, ça, je me rappelle que je pouvais pas me faire aider par mes parents. Tu pourrais, par exemple, nous raconter une petite anecdote au moment de ton alia? Quand on est arrivé à l'aéroport, mes parents, j'avais 2 ans, donc à l'âge de 2 ans, une petite fille, elle part partout et ils parlaient de moi en tant que la gosse. Tiens la gosse, prends la gosse, elle est où la gosse? Et quand ils ont enregistré mon nom, ils ont écrit la gosse Zemmour. Et mes parents, après quelques temps, ils se sont aperçus que dans la Todat Zéou, dans le Sephar, il y avait écrit la gosse. Ils n'avaient pas compris. Tu vas faire des études de droit pour devenir avocate et obtenir très rapidement ton diplôme. De nature entreprenante, tu vas même ouvrir ton cabinet à l'âge de 25 ans. En tant que jeune femme, comment se passe ton début de carrière? Alors au début, c'est sûr que c'est pas simple parce que j'ai 25 ans, j'ai pas encore des moyens financiers ni pour louer un bureau, ni pour acheter les meubles. Et pendant un moment, j'habite chez mes grands-parents pour que je puisse me consacrer au cabinet et ouvrir un tout petit cabinet dans une petite pièce, dans un cabinet d'avocats qui se trouvait au Kikar. Il y a beaucoup de personnes qui connaissaient. Et c'est vrai que le début n'est pas simple parce que tout le monde te dit il y a assez d'avocats francophones, on n'a pas besoin de toi. Il y a telle personne, ça fait 20 ans qui est là, il n'y a pas de travail pour toi. Et je me suis pas découragée. J'ai dit je viendrai tous les jours. Et tous les jours, j'attendrai et le travail arrivera. Et ça s'est fait comme ça que, au fur et à mesure, vraiment, les gens, ils ont commencé à venir. Mais c'est vrai qu'en tant que femme jeune, ça m'est arrivé aussi que les clients, ils me demandent « Est-ce que le cabinet appartient à ton père ?» Je dis « Non, mon père n'est pas avocat. Alors, ça appartient à ton mari. » À ce moment-là, j'ai 25 ans, je suis pas mariée. Je dis « Non, je suis pas mariée. » Et c'est vrai qu'ils ont du mal à voir une avocate jeune, à la fois jeune, une femme. Et je pense que j'ai dû travailler beaucoup plus dur qu'un homme pour montrer que je suis professionnelle, pour montrer que je suis capable. On t'a mis des bâtons dans les roues? On m'a mis des bâtons dans les roues. Il y a eu des avocats aussi, généralement c'était des hommes, qui disent des fois tu comprends pas, t'es une jeune avocate, moi j'ai une expérience de 20 ans par rapport à toi que tu connais pas. Et c'est vrai qu'il faut à ce moment-là se battre, qu'il faut montrer que je connais le sujet, il faut rester aussi strict mais agréable parce qu'on n'a pas envie de se rentrer en conflit avec l'avocat qui se trouve de la partie adverse. Mais je pense que je travaille 2 fois plus qu'un homme. Il faut savoir que je travaille pas seule. J'ai une équipe qui me seconde quand je suis en rendez-vous, quand je suis par exemple là. Elles derrière, elles font un travail et j'ai eu vraiment un mérite d'avoir une équipe qui est vraiment professionnelle, mais aussi des personnes que je me sens à l'aise, que je sais que c'est des personnes, des bonnes personnes. Des personnes de confiance. Voilà, et que j'ai eu un mérite de les rencontrer dans mon chemin. Et je pense que ça, je peux pas dire que ça s'est fait par moi-même. Ça s'est fait aussi avec beaucoup de personnes qui étaient dans mon cabinet, des personnes qui m'ont entourée, qui m'ont secondée, des collaboratrices, une assistante, qui sont aujourd'hui au sein de mon cabinet, et que c'est des personnes de confiance parce qu'on peut pas avancer seul. J'espère que dans le futur, ils resteront. C'est vraiment des personnes que j'aime et que j'ai un plaisir de venir au cabinet. Le matin, je suis contente de les rencontrer. J'ai un plaisir de travailler avec eux en collaboration. Et c'est pas simple de trouver des personnes comme ça, de confiance. C'est un mérite. Tu vis où aujourd'hui? Alors, j'ai pas toujours vécu à Natania d'ailleurs, ou proche de Natania, parce qu'à un moment, mes parents ils passent vivre dans un moshav dans le nord du pays, donc un peu plus loin que Natania.
Aujourd'hui, je vis dans un kibbutz qui s'appelle Kibbutz En Choresh. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est à côté de Kfar Haroé. Tout le monde connaît les fromages de Kfar Haroé, donc c'est une référence. J'habite dans un kibbutz. C'est un petit village. Mon mari, c'est lui qui a grandi dans ce kibbutz. Et quand on s'est mariés, je suis venue habiter dans ce kibbutz. Et c'est vrai que je trouve que c'est un endroit idéal pour les enfants. C'est une petite communauté qui soutient beaucoup. On se soutient beaucoup. Il y a des activités pour les fêtes. Il y a des activités pour les enfants. C'est vraiment un endroit... et c'est la campagne, comme j'aime. Et c'est pas trop loin aussi de Nathalia, donc ça reste un endroit qui est proche de mon travail. Est-ce que tu encouragerais justement les gens à quitter le centre-ville? Moi, bien sûr. Moi, à tous mes clients, je dis que c'est un endroit que vivre au centre de Nathalia. C'est vrai que tous mes clients veulent habiter au centre de Nathalia, au Kikar ou proche du Kikar. Parce qu'il y a une facilité à Nathalia, il y a la langue, il y a la mentalité, il y a beaucoup de Français. Mais pour des personnes qui sont jeunes, qui arrivent et qui ont des enfants encore assez jeunes, je trouve que c'est un cadeau pour les enfants parce que, par exemple, moi, mon entourage, c'était des Israéliens. Mes amis, c'est des Israéliens. Ça te permet de mieux t'intégrer. Ça permet une intégration qui est beaucoup plus simple. J'ai une maîtrise qui est beaucoup plus importante que quelqu'un qui... Je dis même aux clients, moi, je suis avocate israélienne qui parle français. Parce que moi, mon point fort, c'est l'hébreu. Et bon, il faut aimer la campagne. Ça, c'est sûr. Aimer la campagne, oui, ça permet d'être dans une petite communauté. Et je pense que pour les enfants, ça donne d'autres capacités. Le jour où ils vont à l'armée, le jour où ils rentrent ils veulent trouver un travail, c'est plus la même chose. C'est un cadeau. Bien sûr, il faut garder le français. À la maison, il faut parler le français. Je dis pas que le français, il faut pas l'éliminer. C'est important pour toi qu'en tant qu'immigré, on puisse s'intégrer dans une société et parler la langue. Oui, et parler la langue, je pense que la langue, aujourd'hui, mon travail, c'est la langue. Parce que, et je vois la différence entre des avocats qui n'ont pas la maîtrise et les subtilités en hébreu. Ça fait toute la différence. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, malheureusement, je pense, apprendre à un certain âge, à 20 ans ou à 25 ans. C'est quelque chose qu'on a quand on est enfant. Qu'on parle avec les amis, il y a quelque chose qui s'intègre dans la langue qui doit se faire dans la vie de tous les jours. Justement, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Tu remontes beaucoup d'informations et tu donnes beaucoup de conseils. Quel genre de conseils en général tu donnes, par exemple, aux Français qui ne sont pas très au courant de tout ce qui se passe au niveau de la loi? J'essaye d'être vraiment très visible sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça demande du temps, alors j'ai pas tout le temps. Je pense que les Français, ils ont un manque d'informations. J'appelle ça les rumeurs de plage. Par exemple, je peux donner un exemple. Il y a beaucoup de clients qui viennent me voir et me disent « Nous, on a entendu que pendant 10 ans, on ne paye pas de Mas Hakhnasa, de taxes sur les revenus. » Je dis « Non, c'est pas le cas. Vous ne payez pas des taxes sur les revenus à l'étranger. Donc, si vous travaillez en Israël et que vous allez travailler en Israël, vous allez payer les taxes sur les revenus du travail. » Les gens, ils sont mal informés. Et ça fait que des fois, j'entends ça et je dis « Mais c'est pas possible, il faut absolument que je donne aux clients des outils de travail. Que ça soit travailler, acheter une maison, vendre une maison, tout ce qui est les sujets les domaines que je pratique au cabinet. Donc j'essaye chaque fois pas trop prendre un sujet et donner vraiment en ligne pas trop d'informations aussi parce que ça c'est dur pour les clients. Une information qui va pouvoir s'imprimer chez eux et les aider. Mieux ils vont être informés, mieux ils vont pouvoir aussi s'intégrer et faire des bons choix. Beaucoup de personnes hésitent encore à monter en Israël. Tu aurais un message à leur faire passer, toi, qui es justement issu d'une famille d'immigrés?
Alors, c'est vrai qu'on est en situation pas simple. Je peux comprendre aujourd'hui les gens qui ont une crainte parce que c'est vrai que depuis le 7 octobre, la situation en Israël, elle est pas bonne. Mais je pense que à un moment ou l'autre, à l'étranger, ça va être encore pire que ce qui nous est arrivé ici. Je pense qu'ici, on a quand même un État, on a l'armée qui nous protège. Et je pense que pour notre futur, il faut que les Juifs du monde, alors pas tous peut-être, mais le plus possible, arrivent en Israël. Déjà, je pense que dans notre vie de tous les jours, on a aussi une qualité de vie. La possibilité de mettre la kippa et se balader dans la rue, la possibilité de mettre une Magen David et se sentir juif sans qu'on a... on a des craintes. Je pense que c'est quelque chose qui a pas de... ça a aucune valeur. Et c'est vrai que quand j'entends des personnes qui viennent me voir et disent « c'est dur pour la parnassa, c'est pas simple », c'est vrai, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple d'arriver en Israël, mais quand même, si c'est pas pour vous, faites-le pour vos enfants parce que pour vous, ça va être difficile, mais pour vos enfants, ils vont avoir une facilité de vie. Et moi, personnellement, je suis sioniste, j'aime Israël, même avec tout ce qui se passe, et je recommande quand même aux Juifs à l'étranger de venir. Et ne pensez pas que ça va être simple, ça c'est sûr, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, on a une qualité de vie qui est exceptionnelle en Israël. On ne pourra jamais se sentir à l'aise, en sécurité à l'étranger. C'est quelque chose qui sera toujours, c'est comme on dit en hébreu, anan shachor, un nuage noir sur la tête qu'ils ont. Et c'est une question de temps. Quand ça va exploser, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une question de temps et faut anticiper et se préparer. Et même si on ne fait pas l'Aliyah, au moins avoir quelque chose, un pied-à-terre en Israël, pour que s'il y a un problème, au moins l'Aliyah sera facile. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour l'avenir ? Alors je suis peut-être modeste, mais rien de spécial que je veux. Juste que ça reste comme c'est, que mes enfants soient en bonne santé, mes parents, mon entourage, mon mari. Je m'investis, je me réveille tôt le matin, je travaille, je me donne à fond pour que les choses évoluent. Donc je pense que ça va se faire automatiquement. Après, j'ai d'autres objectifs. Il faut toujours avoir des objectifs, sinon on se réveille pas le matin et on a envie de plus. J'ai toujours envie de plus. On a envie d'être encore... j'ai envie qu'on me connaisse encore plus, j'ai envie d'aider plus de personnes, j'ai envie d'agrandir mon portefeuille de mes clients, j'ai envie de faire des choses plus intéressantes, j'ai envie de faire d'être avocate d'un promoteur, par exemple. Il y a plein de choses que j'ai envie par rapport à ma carrière. Mais je pense que ça va se faire d'une façon... je me donne toutes les capacités, je me donne tous les moyens pour que ça se fasse. Mais je suis à un stade, après 10 ans de travail, que je dis, Baruch Hashem, que c'est pas mal. Quoi, avec le sueur de mon front, je dis, bon, je regarde derrière et je dis, c'est bien, c'est déjà bien. Je pense que le 7 octobre nous a appris que la vie, elle est tellement fragile et elle est tellement... elle peut tellement basculer d'une minute à l'autre. On regarde chaque chose d'une façon différente à partir du 7 octobre et on dit merci que mes enfants sont là, merci que mon mari il est là, merci que j'ai mon travail, merci que j'ai mes parents. Quoi, je pense que ça nous a un peu chamboulés. Et on est dans une Akara Toda. On dit en hébreu Akara Toda. Akara Tov, Akara Toda. Galit, merci de nous avoir accordé ce magnifique portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. On te souhaite une magnifique carrière et encore beaucoup d'amour, bien évidemment, au sein de ton foyer. Que la vie t'offre ses plus belles choses à venir. Merci.